bonjour, bienvenue. Ravi de nous retrouver ensemble aujourd'hui. Donc c'est pour vous présenter le rapport de Riposte Internationale sur la situation des droits de l'homme en Algérie pour l'année 2023. Enfin, depuis septembre 2019, nous avons rédigé, publié depuis 5 ans 24 rapports sur la situation des droits de l'homme en Algérie. À un moment donné, les violences, les exactions ont été pratiquement quotidiennes. Il y a eu plus de 10 000 arrestations. Et donc il fallait interpeller les instances internationales à un moment donné où interpeller les instances, c'est l'équivalent de la haute trahison. Il a fallu faire un travail d'abord de conviction, convaincre nos propres camarades qu'il faut entamer ce travail. Et puis il faut passer à l'action, la rédaction des rapports, et on n'était pas suffisamment expérimentés. Mais une chose est certaine, c'est que nos rapports sont arrivés à toutes les instances. Nous avons fait des missions de plaidoyer au niveau du Haut Commissariat des droits de l'homme, au niveau du Parlement européen et au niveau de beaucoup d'instances. Donc je ne citerai pas tous les noms des instances. Alors, nous avons publié, à l'occasion du 4e anniversaire du Hirak au regard croisé, alors ce livre, il y a déjà beaucoup de camarades qui sont ici, qui ont contribué. Et je remercie tous les camarades, toutes les personnalités qui ont contribué à cet ouvrage. Donc pour nous, c'est un travail de mémoire, parce que rares sont les ouvrages qui parlent du Hirak, de ce soulèvement populaire, surtout qu'au niveau de notre pays, la censure est tellement atroce que personne n'ose écrire. Même si on écrit, on ne trouve pas d'édition pour publier, pour éditer l'ouvrage. Donc on s'est donné cette tâche pour faire ce travail de mémoire. Et donc à partir de cette année, au lieu de rendre chaque trimestre publier un rapport, nos rapports seront trimestriels. Ils seront adressés aux instances internationales et à qui de Dawa, et notamment aux instances, aux partenaires, aux Algériens. Mais le rapport final et officiel, ce sera un rapport de 12 mois et le prochain va être encore plus détaillé que celui de cette fois-ci. Je suis la comtesse de Flaoui, bonjour à toutes et tous. Donc merci à vous toutes et tous d'être ici, d'avoir répondu favorablement à l'invitation de Riposte Internationale. Comme Ali l'a introduit, donc il sera question de un peu disséquer ou d'expliciter le contenu du rapport, même si ça serait succinctement. Donc il y aura mes camarades qui vont intervenir, chacun sur un volet. Donc Nassera du Tour qui va introduire donc, cette séance, qui nous parlera sur les violations, c'est ça, les atteintes aux droits humains, les répressions gouvernementales, avec des exemples marquants. Et Adi enchaînera par la suite dans la foulée de ces exemples. Après Nassera, présidente de l'association des familles des disparus en Algérie, et également membre du conseil d'administration de Riposte Internationale. On la retrouve à chaque fois avec plaisir, avec son expérience et son apport pertinent. Merci Nassera. Merci pour ces marques de respect, merci pour ces mots d'encouragement. Merci d'être tous là. Le rapport parle de lui-même, des violations des droits de l'homme qui persistent en Algérie, qui perdurent. Et nous, à la lecture de ce rapport, nous constatons effectivement que la situation liée aux violations des droits de l'homme en Algérie reste implacable et elle est légitimée aujourd'hui par des articles de loi qu'ils ont produits pendant l'année 2022 et 2023. Je n'ai pas l'habitude de lire mes interventions, mais comme je dois faire un petit résumé de mon chapitre, je suis obligée de rester exhaustive et respecter ce qui est dit dans le rapport. Je vais vous parler d'abord de la détention préventive, détention arbitraire,
les chefs d'inculpation par rapport à l'article 87 bis et je finirai justement par l'article 47 bis. Normalement, en temps normal, dans un pays démocratique, la détention préventive ou détention provisoire ne doit être employée qu'en dernier recours lorsque d'autres alternatives telles que la libération sous caution, le contrôle judiciaire ou la surveillance électronique ne sont pas appropriées. Cependant, nous constatons en Algérie que la détention préventive est l'un des nombreux leviers de répression. C'est ainsi que le régime entend réduire au silence toute voix discordante et de dissuader d'autres personnes de s'exprimer ou de s'engager dans des activités politiques indépendantes. La menace de la détention préventive est utilisée pour instaurer un climat de terreur et de contrôle sur la population algérienne. De fait, les citoyens algériens s'autocensurent par peur d'être arrêtés arbitrairement s'ils critiquent le gouvernement ou s'engagent dans des actions considérées comme suspectes. La répression a commencé déjà au début du Hirak et se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Les militants du Hirak, dont des journalistes, des blogueurs, des avocats, des simples citoyens, des jeunes de 20 ans, se sont vus relaxés après avoir été en détention provisoire pendant des mois et des mois. Et on leur a dit, c'est pour ceux qui ont eu la chance d'être libérés, parce que d'autres, malheureusement, on parle de chance quand on est détenu arbitrairement et provisoirement, mais la chance c'est qu'ils ont été libérés, mais d'autres ont continué, ont été condamnés à des peines de prison très lourdes. Et en plus, les chefs d'accusation ne sont pas des moindres. Lors d'un procès qui a duré près de 24 heures au tribunal de Dalbaïda, 49 détenus étaient confrontés à de graves accusations telles que l'atteinte à l'unité nationale, appartenance à une organisation terroriste, diffusion de fausses informations portant atteinte à l'unité nationale. Et ça, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est les fameux articles qui ont été pendus ces dernières années. Ces chefs d'inculpation sont souvent utilisés dans la plupart des procès liés au Hirak. Et parmi les personnes détenues, on retrouve des personnalités publiques telles que l'écrivain Abdenour Abdeslam qui a été relaxé après 14 mois. Celui-ci a déclaré « J'ai payé mon engagement pour ma langue kabyle par 14 mois de détention. Et cela me donne plus de force pour continuer. » On compte également le journaliste Mohamed Mouloud et d'autres, et j'en passe. Il s'agit généralement d'individus ou de simples citoyens qui ont relayé les discours des militants sur des réseaux sociaux. Le journaliste Hamid Gourmaz a déclaré lors de son entretien avec Middle East Eye les autorités à terroriser la société en accusant d'être des terroristes. Amira Bouraoui, je pense que tout le monde connaît le cas d'Amira Bouraoui qui a été très médiatisée dans le sens où elle était de nationalité française et qu'elle a pu quitter, grâce au consulat de France en Tunisie, elle a pu quitter le territoire national, mais elle est toujours poursuivie par la justice algérienne. Et dans son dossier figurent 9 autres personnes, dont le journaliste Benjamin Mustafa. Pour Benjamin Mustafa, la cour d'appel de Constantine a réduit de 2 ans ferme à 20 mois, dont 8 mois ferme, les peines de prison prononcées contre lui. Et le chercheur algéro-canadien Raouf Farah. Ce dernier a quitté la prison et je pense qu'il a rejoint je ne sais plus si c'est le Canada ou le Canada. Yassine Kadi aussi, est un cas qui a été qui est très connu. Yassine Kadi est un journaliste qui est très connu, qui travaille, qui fait du bon journalisme, je pourrais dire, ça j'engage pour personne, en Algérie, qui est directeur de Radio M, fondateur de Radio 1, fondateur de Maghreb Émergent, qui a été arrêté le 23 décembre 2023 et qui a été condamné à 7 ans de prison, en 2022, dont 2 en sursis. Bien, malheureusement, toutes ces condamnations, poursuites judiciaires sont possibles grâce à l'article 87 bis du Code pénal algérien. En effet, le président de la République a approuvé en Conseil des ministres 2 ordonnances, notamment l'ordonnance numéro 2108 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 6656 du 8 juin 1966. Ces modifications portent principalement sur la répression des actes terroristes. L'ordonnance 2108
modifiant et complétant l'ordonnance 6656 du 8 juin 1966, est devenue effective le 9 juin 2021 après sa publication en journal officiel. L'article 2 de cette ordonnance introduit 2 paragraphes additionnels à l'article 87 bis du Code pénal qui établissent le crime de terrorisme. En plus des paragraphes 1 à 13 qui demeurent inchangés, l'article déclare est considéré comme acte terroriste ou sabotage tout acte visant la sûreté de l'État, l'unité nationale, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou inciter à le faire par quelque moyen que ce soit. L'ordonnance 2108 comporte plusieurs dispositions qui sont contraires aux normes énoncées dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l'Algérie en 1989, notamment en ce qui concerne le respect des droits humains dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Bon, je vais abréger. Donc, plusieurs rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont interpellé le gouvernement algérien pour demander l'abrogation de ces modifications du terrorisme, de la loi sur le terrorisme. En clair, cet article, après l'extension de toutes les activités politiques, associatives, syndicales ou même académiques, criminalise l'action politique qui exprime une opinion opposée au régime. En visite officielle en Algérie du 25 novembre au 5 décembre 2023, Marie Laoulor, rapporteure spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, a rendu publique une déclaration dans laquelle elle demande aux autorités algériennes de modifier les articles du Code pénal relatifs au terrorisme et à l'atteinte à l'unité nationale afin de les rendre conformes aux normes internationales qui stipulent que la définition du terrorisme et des crimes connexes doit être accessible, formulée avec précision, non discriminatoire et non rétroactive. Et je vous remercie. Donc je passe le relais à Adil, qui lui, de son côté, va nous parler de la répression du Hirak, la répression en Kabylie et l'abolition de la peine de la mort en Algérie. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je tiens à préciser que ce rapport est une synthèse de 24 autres rapports périodiques qui ont été élaborés par Riposte Internationale et que ce n'était pas facile d'établir un rapport comme ça parce que c'est un travail dur. L'information n'est pas toujours à la portée de tout le monde. C'est-à-dire quand il y a une information qui tombe sur un site ou sur les réseaux sociaux, il faut toujours la recouper et la confirmer auprès de plusieurs sources pour enfin avoir l'information juste et vérifiée. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire dans ce chapitre. Heureusement que je vais le lire parce que Nassera, il a résumé tout le rapport. Tu n'as rien laissé en fait. Donc je vais parler de 3 points. Je vais parler de la répression des militants du Hirak. Je vais parler aussi de la répression en Kabylie qui a atteint son apogée. Je vais parler de la peine de mort qui est devenue une chose entre guillemets normale en Algérie. Il a été diabolisé malgré le moratoire instauré en 1993, malgré des conventions internationales qui ont été ratifiées pour l'Algérie, en fait des engagements de l'Algérie par rapport à cette peine inhumaine. Concernant la répression des militants du Hirak, comme vous savez, la répression des activistes du Hirak en Algérie demeure implacable, marquée par une politique sécuritaire intransigeante et des persécutions continues contre les derniers foyers de la dissidence citoyenne. Je vais citer le cas de Zakir Nesh, un jeune activiste du Hirak et lanceur d'alerte qui a documenté les arrestations des militants depuis le début du mouvement de dissidence populaire en Algérie, c'est-à-dire depuis le début du Hirak le 22 février 2019. Vivant dans la peur d'être enlevé par les services de sécurité algériens après avoir été arrêté déjà en Algérie et passé un séjour en prison, il a dû plonger dans la clandestinité. Le 2 mars 2023, il a été condamné par contumace par le tribunal de Sidi Mohamed à Alger à 3 ans de prison ferme
avec un mandat d'arrêt international émis à son encontre. Depuis le 14 novembre 2022, il se trouvait en Tunisie sous la protection du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, où il a obtenu le statut de réfugié politique. Il est, depuis décembre, réfugié politique au Canada. Heureusement pour lui. L'intellectuel et journaliste Fodel Boumela a lui aussi été soumis à des poursuites judiciaires et est actuellement placé sous contrôle judiciaire. La répression aveugle du régime a touché toutes les strates de la société, des citoyennes et des citoyens, aux militantes et militants associatifs et politiques, jusqu'aux hommes et femmes de l'art et de la culture. C'est le cas du chanteur d'expression kabyle Oulahlou, qui est également victime de cette mesure répressive et arbitraire qui cible les activistes du Hirak, ainsi des citoyens ordinaires, matérialisés par l'interdiction de sortie du territoire national, STN. Alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour Paris le 7 janvier 2023 pour une tournée internationale, Oulahlou a été arrêté et retenu à l'aéroport d'Alger avant d'être refoulé sans aucune décision ne lui soit notifiée. Il s'agit d'une mesure exceptionnelle devenue la règle dans un pays où la liberté artistique est également bafouée. Mohamed Barash, connu sous le nom de Mohamed Taferka, 74 ans, président de l'association Taferka, basée à Montreuil, en région parisienne, est empêché fin avril 2023 par la police des frontières de revenir en France où il vit. Laissé quelques mois sous contrôle judiciaire, il a été placé le 15 novembre 2023 en détention provisoire à la prison d'Orléans. Il est accusé d'avoir accueilli dans les locaux de son association des militants, des rencontres débats du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, organisation considérée comme terroriste. Vous voyez, donc c'est à partir du 22 février 2019, l'État et les pouvoirs publics ont essayé d'opposer à la protestation et à la révolution populaire, à ce processus qui commençait à se mettre en place, deux principes qui sont des principes légaux, mais violemment interprétés, violemment utilisés, à travers surtout la mise en place de beaucoup de lois. Le principe de l'intérêt général et le principe de l'ordre public. Vous voyez, dans des mouvements sociaux, quand il y a des dynamiques citoyennes, des révolutions, des protestations, illico presto, les régimes surtout autoritaires opposent aux populations. C'est un concept. C'est à travers ces deux concepts, justement, que la domination s'exerce sur des catégories de la société, à savoir des corporations, le monde journalistique, l'opposition, la société civile, tout ce qui fait, tout ce qu'on appelle communément ambiance de construction politique ou ambiance sociale. Et dans un axe très important de la vie sociétale, de la vie politique d'un pays, il y a la liberté d'expression. La liberté d'expression qui est censée qu'un journaliste, qu'un blogueur, les nouvelles appellations du journalisme citoyen qui ont vu le jour depuis l'avènement des réseaux sociaux, des nouvelles techniques de communication, etc. Très vite, le régime a tapé très fort sur ces lanceurs d'alerte, sur ces journalistes indépendants. Quand on voit le rapport de RSF, le Rapporteur sans frontières par exemple, pour l'année 2022, où l'Algérie est classée 134e, à la 134e place sur 180 pays. Et les années précédentes, on voyait, même si on était à la traîne dans le classement, mais on n'était pas arrivé à ce classement. Des exemples édifiants sont pourtant là. La fermeture arbitraire administrative des locaux de Radio M et Maghreb émergent, l'emprisonnement de journalistes, le cas de Rabah Karesh, de Ahmed Mouloud,
Benjamin, Hassan, ça n'existe que dans les dictatures les plus avancées. 7 ans de prison ferme, ça n'existe que dans les dictatures les plus avancées, les plus oppressives. Le cas du camarade Hassan Boras, qui est aussi un militant de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, donc là, ça a une casquette de militant de la loi humaine, mais aussi de journaliste. Et vous n'arrivez pas à savoir la souffrance de ces journalistes qui travaillent à l'intérieur du pays. Parce que Alger est devenue la capitale de Tfera. En tout cas, c'est la capitale politique. Mais ces correspondants de presse, ces journalistes, Fulbeya, Fuljelfa, Kamnarast, à Annaba, à Oran, dans des villes éloignées de la capitale, leur souffrance est insupportable. C'est la vie brisée dans un monde de plus en plus numérisé qui pose problème. Cet état de fait nous inquiète, nous tous, en tant que militants des droits de l'homme, et nous interpelle à plus d'un titre. Face à une mondialisation aussi effrénée, sans règles, s'opérant au détriment des populations vulnérables, elles-mêmes victimes de politiques de leurs États qui, dans la majorité des cas, s'avèrent incapables d'élaborer des stratégies adéquates pour en améliorer à la fois le coût humain, social et sanitaire. Il faut que nous prenions conscience aussi que le monde est en train de changer et continue d'évoluer, sans que nous prenions la mesure factuelle de ce qui se passe. Une société, une nation se bâtit sur la notion du droit. Le tribunal, et là nous avons une flopée de juristes ici, qui doit être un lieu d'arbitrage de nos désaccords et de nos conflits. Mais comme chez nous, le pouvoir s'est structuré au fil des années, au fil des étapes, au fil des groupes qui se sont succédés à la fin de ce pouvoir réel, ce pouvoir a toujours été exercé de manière extra-constitutionnelle, à l'extérieur de la Constitution, et ça pose problème. Nous parlons tous, nous, ici, tous les citoyens algériens parlent d'état de droit. Quel contenu politique a donné à l'état de droit? C'est la question. Si nous prenons par exemple un pays comme les États-Unis d'Amérique, avec l'arrivée de Trump, qui a remplacé Obama, l'administration américaine, elle a fait quelque chose et qui est passé, pas inaperçu, mais qui n'a pas fait l'objet de réflexion de fond, c'est qu'elle a décrédibilisé sa signature en fonction de ses intérêts. Elle est sortie de la COP 21, elle a dénoncé l'accord alors qu'elle était signataire de l'AIEA pour l'uranium enrichi avec l'Iran, et elle est sortie de l'UNESCO. On sait que les États-Unis sont les premiers contributeurs au niveau de l'UNESCO financièrement. Elle a décrédibilisé la signature. Se pose alors le problème, et je parle sur l'autorité de ceux et celles qui sont habituellement amenés à déposer les rapports au niveau du Haut-Commissariat des Nations Unies à Genève, au niveau du Parlement européen. On a tous plus ou moins contribué à des degrés divers. Mais les deux interpellations qu'il y a eu du Parlement européen concernant la violation des droits de l'homme, les violations récurrentes des droits de l'homme en Algérie, il faut qu'on sache, que nous sachions tous que c'est des interpellations qui ne sont pas contraignantes. Elles passent généralement par des procédures d'urgence. Elles n'engagent ni la Commission, donc ni la présidente de la Commission, ni le Conseil de l'Europe, qui est animé, comme vous le savez, par un président tournante, et c'est les présidents et les chefs de gouvernement. Mais au niveau symbolique, ça a de l'allure. Parce qu'il faut en parler, la dernière plainte déposée par l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice. Ils ont fait des recommandations à l'État d'Israël. Le génocide est pratiquement acté, mais elle n'est pas contraignante. Donc je pense qu'il faudrait que les grandes ONG et les grandes majors des ONG, je pense à Amnesty, je pense à la grande fédération, la FIDH, je pense à Human Rights Watch, il faudrait peut-être travailler et installer des droits nouveaux, créer des droits nouveaux en fonction de ce qui va arriver, en se mettant en perspective sur une demi-décade, et essayer autant que faire se peut que certaines mesures deviennent contraignantes pour les États coupables de violations des droits. Ce que je voulais dire pour terminer, c'est que affirmer le primat du droit et des droits, c'est d'une impérieuse nécessité. Il faut à tout prix que pour notre pays, l'adhésion au nouveau pacte citoyen que tout le monde espère ici
n'aura de sens que s'il est apposé, ou s'il est apposé sur un ordre juste. La question de l'état de droit et comment donner un contexte et un contenu politique à l'état de droit, ce sera là la vraie question, qui servira à délimiter tous les champs, à les structurer. Le champ politique, le champ sociétal, le champ économique, dans un cadre démocratique évidemment.